sur le territoire de la 4e circonscription, dont je suis la porte-parole pour le Parti communiste. Je laisserai Renaud parler après un petit moment. L'actualité, en tous les cas sur Fontaine, concernant l'éducation au sens large, est riche en événements malheureux de par cette nouvelle municipalité fontainoise, notamment en matière d'éducation populaire. Bon, on va pouvoir parler un peu de tout cela. Du Parti communiste français sur la circonscription 3, qui comprend une partie de l'ouest de Grenoble, le sud de Fontaine, le nord de Fontaine, Sassenage, on y arriverait. Et du coup, on a voulu aussi lancer cette rencontre débat pour deux choses. D'abord par rapport à l'actualité locale sur Fontaine, où la mairie a décidé d'enlever les classes de neige, et également par rapport au réseau d'éducation prioritaire de Jules Vallès, qui est Maniamac, qui sera sûrement peut-être reconduit. C'est Gérard Philippe de Jules Vallès, c'était déjà publié la dernière fois. C'est vrai. Et aussi pour présenter quelques propositions de Fabien Roussel au présidentiel. Donc je vais laisser la parole à Laurent. Bien. Parler d'éducation dans une campagne électorale présidentielle, ça paraît évident, puisque c'est quand même ce qu'on nomme parfois une des compétences régaliennes de l'État. Encore qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, tant il y a eu des actions pour un peu enlever ce caractère vraiment national, républicain à l'école, et que les menaces ne seront pas terminées. Il y a même il se pointe des envies d'accélérer fortement sur ces idées-là, qui ne sont pas des idées neuves. Hein. Je crois que ça fait 30-40 ans que dans l'éducation, on entend tout le monde essayer d'avancer petit à petit sur un démantèlement le plus possible, alors toujours caché sous de bonnes intentions apparentes. Mais voilà, je crois qu'il y a, nous en tout cas, on veut re-questionner cette place de l'école dans la République de l'éducation nationale, de l'éducation républicaine. Je crois que pour avancer, on avancera bien évidemment sur les quelques propositions fortes que fait notre candidat, mais pour avancer, il faut peut-être faire un petit tour d'horizon sur la situation de l'école et principalement ce qu'on vient de vivre dans ce dernier quinquennat. Et puis aussi, puisque le président sortant se représente et dans ses premières déclarations a fait quelques sorties un peu tonitruantes sur l'école, donc de voir sur quoi on s'est battu, on a à se battre, pour dessiner aussi un projet radicalement différent pour notre école. Donc on sait que ce quinquennat, ça a été le quinquennat, en ce qui concerne l'éducation, on pourrait l'appeler Macron-Blanquer. Jean-Michel Blanquer, bien connu, a quand même, je crois que c'est le seul ministre de l'éducation qui ait duré un quinquennat entier. Il faut refaire un tout petit peu d'historique sans aller trop loin par rapport au personnage. Mais il est arrivé avec, dans le grand coup de pied politique qui a été mis en 2017, il est arrivé avec cette espèce d'aura du ministre technicien, pas idéologue, qui s'appuie sur la science, sur voilà. Et on doit dire malheureusement que ça a pas mal pris. Ça a pris dans un premier temps, y compris chez les professionnels de l'éducation. Je crois que de mémoire, c'est à peu près 38% des enseignants qui ont voté Macron au premier tour la dernière fois. Et puis, c'est son discours, sa façon de se présenter comme le technicien, voilà. Moi, j'ai vécu quelque chose qui m'a surpris pendant un an ou deux, alors qu'on savait déjà quels étaient les contours de ses choix politiques. L'ensemble des commentateurs, particulièrement beaucoup de journalistes qui interrogent sur l'école et qui ne sont pas toujours bien au fait des enjeux. J'ai une image, hein, pendant 2 ans, j'ai vécu des commentateurs qui, devant Blanquer, étaient comme des lapins pris dans les phares d'une voiture.
c'est-à-dire complètement aveuglé par son discours. Et par contre, pour les gens qui suivaient un peu les questions d'éducation, Blanquer était tout sauf un inconnu. Il a été directeur de l'enseignement scolaire sous Sarkozy, et avec l'Arcos, et il a déjà eu un certain nombre de méfaits à son actif. Bon, outre qu'il a été le responsable de la suppression autoritaire sans discussion du samedi matin à l'école élémentaire, ça paraît un détail, mais c'était un jeu de domino. C'est-à-dire que ça a été fait, alors ça aidait une bonne partie, il y a des familles qui étaient contentes parce que libérer le week-end, voilà, pour certains, alors qu'il y en a beaucoup pour qui ça ne profitait pas vraiment. Mais ça a eu des conséquences en cascade, parce qu'on a supprimé, et on trouvera ça dans une des propositions qu'on fait, ça a supprimé d'un coup 3 heures semaine d'école à tous les enfants en élémentaire. C'est pas rien, on peut calculer 3 sur 36 semaines sur une scolarité entière. Vous voyez le nombre d'heures de moins que ça fait de l'enseignement derrière. Ça a permis, par un jeu de tour de passe-passe, de commencer une destruction à grande échelle de ce qu'on appelle les RASED, qui sont les réseaux d'aide spécialisés aux enfants en difficulté. Vous savez, dans chaque circonscription, il y a un RASED, c'est une psychologue scolaire qui est chargée d'aider les problèmes des enfants. C'est d'émettre, alors l'éducation nationale aime beaucoup ces noms, ces acronymes bizarres, mais des maîtres G, des maîtres E, c'est des instituteurs qui sont chargés d'aider les enfants en difficulté. Et ben ça, comme en supprimant le samedi, il avait libéré 3 heures pour l'ensemble des enseignants, les enseignants vont maintenant s'occuper sur ces 3 heures des enfants en difficulté, il n'y a plus besoin les RASED ont été en grande partie démantelés après. C'était déjà des choses qu'on retrouve maintenant, des actions très idéologiques de refonte des programmes, en instrumentalisant certaines données qui disaient scientifiques, mais on le retrouvera là, mais il y a eu à l'époque sur les programmes de grammaire, des choses comme ça, des choses très... alors toujours avec ce discours qui flatte la réaction dans le sens du poids, ce discours du retour à l'école d'avant qui marchait bien et tout ça, mais qui ont fait beaucoup souffrir des enfants. Et Blanquer, donc, est revenu ici avec ça, et depuis 5 ans, il a quand même très largement perdu la confiance du monde enseignant. Pour ma part, je dirais pas toujours pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu cette gestion ubuesque parfois de la crise sanitaire, que j'ai vécu de 2 côtés, puisque j'étais en charge de l'organisation de l'école au premier confinement dans cette ville même en tant qu'adjoint à l'éducation. C'était une vraie souffrance d'aller... après, voilà, il y avait une situation sanitaire, il y a des choses... mais ça, ce que je dis pas toujours pour les bonnes raisons, c'est que ça... Ce genre de choses pour lesquelles il a été son histoire d'Ibiza et tout ça, pour lequel on lui a rentré dedans, masque un peu le fond des problèmes qu'il y a avec quelqu'un comme ça. Parce que Blanquer, c'est une réforme du lycée catastrophique. Nathalie pourrait nous en parler. D'ailleurs, il y a des rétropédalages. Le saccage de la place des sciences et des maths dans le lycée, donc on s'aperçoit très vite les problèmes que ça pose. C'est surtout, et là pour l'ensemble du monde enseignant, du monde de l'école, une politique managériale violente envers les personnels, qui ne s'est jamais vue à ce point, une casse complète petit à petit de toutes les règles collectives, c'est-à-dire toutes les règles qui régissaient le mouvement des enseignants, les capacités pour les systèmes paritaires, pour réguler les questions de promotion, tout ça. Les syndicats ont été éjectés petit à petit, on casse les règles collectives, c'est le fait du prince, c'est la multiplication des postes à profil, c'est la multiplication, voilà, une idée de pilotage très managérial de l'école et qu'on retrouve encore aggravé dans les, entre guillemets, promesses et ce que veut nous donner notre président sortant.
une gestion aussi très idéologique des contenus, alors, qui s'appuie sur un discours qui, hélas, a été rabâché depuis 30 ans sur l'école, sur les fameux... Moi, il y a un terme que je ne supporte plus, qui me sort par les trous de nez, c'est le fameux retour aux fondamentaux. Ça fait 40 ans qu'à peu près que tous les ministres, ça a commencé, alors voilà, s'il y a des gens ces admirateurs, de mémoire, ça a commencé avec Chevènement, qui en Savary a été éjecté, qui a été le dernier ministre de l'Éducation nationale pour moi. Et voilà, et ces retours aux fondamentaux cachent toujours derrière une ambition rabougrie pour l'ensemble des enfants, c'est-à-dire qu'on dit on va faire un socle savoir lire, savoir écrire, savoir compter pour ceux qui sont entre guillemets, ça veut dire pour ceux qui ne sont pas capables de faire autre chose, et on refuse cette ambition d'avoir des enfants, tous les enfants capables d'apprendre. Cette gestion des contenus idéologiques s'est faite avec une instrumentalisation éhontée de la science par Blanquer, s'appuyant soi-disant sur une neuroscience, faisant dire, moi je suis quelqu'un qui aime s'appuyer sur la science, donc je ne suis pas du tout contre l'apport des neurosciences, mais c'est une instrumentalisation éhontée, on fait dire pour des raisons idéologiques des choses qu'elles ne disent pas, et il n'y a qu'à voir d'ailleurs, c'est une personne qui est brandie chaque fois par Blanquer, par des scientifiques, c'est Stanislas Dehaene, en plus qu'on lui fait dire des choses, et il y a toujours ces débats, pareil, qu'on nous resserre depuis 30 ans sur les méthodes de lecture, sur des choses comme ça qui n'ont aucune signification et qui surtout ne prennent pas à bras le corps ce que sont les enjeux de l'apprentissage. C'est ce qu'on appelle la guerre, ce mot aussi qui ne veut rien dire, qui est aussi l'antienne de tous les réactionnaires de l'école contre le pédagogisme. Moi, j'ai vécu ces dernières années une école dans laquelle parfois on sentait que le mot pédagogie, qui est quand même l'essence de notre métier, était devenu un gros mot. C'est-à-dire qu'on a à peine le droit de le prononcer. C'est cette technicité, c'est une notion de compétence rabougrie, et c'est tout ça. Blanquer, c'est aussi, et ça on a tous vécu, une instrumentalisation de la laïcité, là aussi éhontée, tout en continuant en faisant des cadeaux magnifiques au privé, notamment dans la façon dont a été mis une mesure pour laquelle nous on était d'accord, mais la façon dont a été indiquée la mesure de la scolarité obligatoire des 3 ans, là aussi par un jeu de passe-passe, ça a donné, on va l'expliquer, ça a donné des millions à l'école privée. Voilà. Ça a été accompagné, puisque le président Macron se présentait comme le champion du en même temps gauche et droite, on a envoyé j'ai envie de dire, des leurres de gauche dans l'éducation. Notamment, quelque chose que je connais bien, puisqu'on a été impacté sur Fontaine, le fameux dédoublement des CPCA en éducation prioritaire. On peut dire qu'en soi, et pas forcément une mauvaise chose, on se bat pour l'allègement des effectifs. Mais ça s'est accompagné d'abord d'aucun moyen supplémentaire en personnel, c'est-à-dire qu'il a fallu récupérer les postes ailleurs, et ça, dans beaucoup d'écoles, et à Fontaine, on le vit dans les écoles concernées, ça a chargé dès que les classes au-dessus du C1 deviennent beaucoup plus chargées. Et ceux qui sont en dehors des dispositifs d'éducation prioritaire, là, vont aussi leurs effectifs. Mais surtout, ça s'est là encore accompagné d'une caporalisation, c'est-à-dire que les enseignants qui voulaient aller dans ces dispositifs dédoublés devaient pédagogiquement montrer patte blanche et utiliser les méthodes du ministre. Moi qui ai fait 25 ans de CP à Fontaine en éducation prioritaire, je suis en place maintenant. Je souffre quand je viens dans les classes de CP, parce que quand les gens, alors il y a plein d'enseignants qui font d'autres boulots, qui essaient d'avancer, mais les méthodes de lecture qu'on inflige aux enfants maintenant sont dénuées de sens, de compréhension, et sont des remèdes. Et il y a vraiment une caporalisation, c'est-à-dire qu'on flique les enseignants qui ont été choisis pour être dans ces doublés, sont fliqués sur leur méthode d'apprentissage. Et ça, on ne le sait pas trop.
C'est aussi le bilan, c'est la fin programmée d'éducation prioritaire, hein, on en parlait avec le collège, qui est en train d'être liquidée. Et des enseignants maintenant en grande souffrance, c'est reconnu, je vous invite à aller voir une grande enquête de la FSU qui vient de sortir sur le bilan qui est assez évident. Le nombre de démissions dans l'éducation nationale a accéléré ces derniers temps. Et puis les moyens retirés toutes aux équipes, parce que l'école, Nathalie pourra en parler, c'est pas que des enseignants. L'école, le lycée, le collège, c'est beaucoup d'autres personnels à côté. Qui, là encore, on a passé à bas bruit, il y a des choses sur la médecine scolaire qui est quasiment en train d'être éjectée de l'éducation nationale pour être confiée aux régions. Des trucs comme ça. Une des premières, l'histoire des emplois aidés, quand Macron y est arrivé, une des premières mesure a été de supprimer les aides administratives dans les écoles pour s'apercevoir 2 ans après, notamment pendant la crise pandémie et le confinement, que ça servait à quelque chose et que toutes les écoles étaient en souffrance. Les directeurs, quand ils ont une classe, il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas gérer et avoir des administratifs était tout sauf un luxe, même si nous on défend pour que ce soit de vrais métiers. Voilà. Donc voilà un peu, à grosse maille, un petit bilan de ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer et de ce qu'ont fait Mme Blanquer et Emmanuel Macron dans l'éducation nationale. Et des premières interventions du président candidat, quand il s'est décidé à dire qu'il était candidat, ce qui a été une grande surprise pour tout le monde, il a tout de suite mis dans son premier discours, il y a tout de suite une partie sur l'école, moi qui m'a fait froid dans le dos. J'en ai même vacillé, même si je me suis repris depuis. Je me suis dit non, quel que soit le candidat en face de lui au 2e tour, je ne pourrais pas mettre un bulletin à Macron. Mais voilà, on a quand même des valeurs qui font qu'on restera. Mais après. Il a commencé son annonce du 17 mars par une insulte aux enseignants. Hein, parce que le thème il y avait quand même un thème, notamment après le confinement, qui avait un peu regagné chez tout le monde, se dire le niveau de salaire dans l'éducation nationale, c'est plus possible. On a dans toutes les études, c'est parmi les plus mal payés de l'OCDE, les enseignants français. Donc voilà, un point d'indice gelé depuis le précambrien. Donc voilà. Et sa première intervention, en voulant parler de revalorisation, il a insulté le monde enseignant. Il a dit, ah oui, on va revaloriser, mais ce sera donnant, il faudra qu'ils acceptent de travailler plus. Et surtout, vous avez bien vu, hein, pendant le confinement, le Covid, il y a des enseignants qui se sont démenés pour poursuivre leurs élèves, et puis il y en a pas mal qui n'ont rien foutu. Il l'a quasiment dit comme ça. Donc voilà. Et le projet de Macron, ce qu'il a annoncé, c'est casser un peu plus l'école de la République. Alors il y a déjà quelque chose qui est enclenché, le statut des directeurs. Le premier statut de directeur, et on voit que c'est refusé dans l'enquête de la FSU, refusé vraiment hyper majoritairement dans les écoles. Les gens n'expriment pas le besoin d'un supérieur hiérarchique supplémentaire. Détruire ce qui reste d'unité de l'école, c'est une vision libérale. On sait, ça a déjà été essayé dans d'autres pays, et on sait que ça ne marche pas. Par exemple, l'Angleterre a fait beaucoup déjà de tests comme ça. Mais les statuts des directeurs, et je pense que ce qu'ils veulent faire la même chose, c'est aussi d'avoir des écoles où on a des directeurs, managers, recruteurs. Ça c'est quelque chose de fondamental. Ça veut dire qu'on casse non seulement le statut des enseignants, le statut national de participation avec des règles de mouvement, mais surtout on fait une école où c'est la concurrence entre les écoles, c'est le recrutement entre soi, et en même temps on essaie de nous parler de liberté pédagogique qui va être complètement antinomique. La liberté pédagogique, elle est garantie par un cadre national qui protège tout le monde, qui protège normalement dans l'école le statut de fonctionnaire, il protège justement des abus de petits chefs, de choses comme ça.
Et il permet aussi d'avoir une orientation globale qui n'empêche pas du tout, ça n'a jamais empêché dans les écoles de travailler, d'avoir des projets, de faire ça. Mais là c'est très grave, ils ont essayé d'ailleurs de faire quelque chose comme ça à Marseille. On sait que ça ne marche pas très bien, mais c'est des grosses dangers. En fait, fausse idée de liberté pédagogique qui est un pilotage par la mise en concurrence. Faut voir ce qu'il dit. Hein. Il parle d'évaluations qui sont beaucoup contestées comme elles sont faites. C'est pas une évaluation. Quand on est éducateur, ça sert à faire progresser celui qui apprend. C'est son but. Sinon, non. L'évaluation pensée par le gouvernement et par Macron, c'est une évaluation de pilotage, de flicage et puis de mise en concurrence. C'est-à-dire qu'il a carrément mis l'idée qu'on fait des évaluations nationales régulières et les résultats bruts par école et même par classe, par enseignant, on les donne aux parents. Comme ça, les parents peuvent dire, lui, c'est un bon enseignant, j'y mets mon enfant. Donc ça fait aussi exploser, bien entendu, toute idée de mixité scolaire, de ça. Et puis on sait que ça ne veut rien dire, c'est pas efficace. Le résultat d'une classe, s'il n'y avait que la valeur de l'enseignant qui rentrait en compte là-dedans, ça se saurait depuis longtemps. D'enseigner, on a multifactoriel, beaucoup de choses entrent en compte. C'est aussi nier la question que les problèmes de l'école, moi je défends souvent cette idée, je suis un militant de l'école, mais je dis que les questions d'éducation, d'échec scolaire, ça ne peut pas être que l'affaire de l'école. C'est l'affaire de la société tout entière et de son fonctionnement. Donc voilà, et ces fameux retours aux fondamentaux, qu'il en a resserré les couches, c'est cette vieille lune de 40 ans. Et puis un assaut aussi contre le collège. Là aussi, ça fait très très longtemps que tous les réactionnaires essayent de s'attaquer à ça, le fameux collège unique. C'est-à-dire de recréer très vite des filières, c'est-à-dire de séparer le plus vite possible. Avec cette idée toujours, oui, il y a des enfants qui ne sont pas faits pour l'école, donc hop, on les éjecte, on leur donne le minimum possible, on les met tout de suite dans les voies professionnelles d'apprentissage, et lui, il veut baisser ça dès la 5e. Il l'a dit, même s'il a essayé de se rattraper derrière parce que ça a un peu mal passé, il parle orientation, apprentissage dès la 5e. Voilà, sélection, orientation, apprentissage, retour des filières. Le monde éducatif s'est battu contre ces filières, a essayé de construire, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur la façon dont est organisé notre collège. Voilà, donc voilà pour faire un peu le tour. À l'opposé de tout ça, notre candidat avec Fabien Roussel, et puis je crois qu'il faut dire qu'il y a un gros travail qui a été fait du secteur éducation pour accompagner et faire un programme ambitieux pour l'école. L'idée force qui traverse notre projet, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est vraiment redonner du temps d'école aux enfants. Redonner du temps d'école aux enfants avec des moyens aux équipes éducatives en arrêtant ce flicage, ce pilotage par les évaluations et tout ça. Et surtout une grande philosophie, et là qui parlera, je pense, à Sarah, c'est quelque chose qui est une donnée de tous les mouvements d'éducation progressiste depuis longtemps. Une donnée, c'est que tous les enfants sont capables d'apprendre et que l'école, ça c'est une phrase moi, à laquelle je crois beaucoup, l'école doit avoir pour modèle l'enfant qui n'a que l'école pour réussir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est grave, il y a quelque chose qui résume bien ça que Fabien Roussel a souvent attaqué quand il parlait de l'école. Alors, quand on le dit juste comme ça fait presque gadget, presque... Mais c'est l'idée, plus du tout de devoir à l'école, à la maison, je veux dire. Oui. Plus aucun devoir à la maison. C'est-à-dire le travail, on le fait à l'école. Et mine de rien, moi je me bats, y compris contre les collègues, parce qu'officiellement, dans le premier degré, les devoirs à la maison, c'est interdit depuis 1956, mais on trouve toujours toutes les bonnes raisons. On a déjà les journées d'école les plus longues, mais on trouve toujours des bonnes raisons de redonner.
ça, c'est pas une mesurette. C'est-à-dire que ça force à repenser le contenu, à repenser ce qu'on fait l'école et pour qui on fait l'école. C'est ça qui est très important. Dans ce cadre-là, on le dit comme ça, alors ça peut faire discuter. Moi-même, des fois, la façon dont c'est formulé ne me convient pas forcément. C'est le retour aux 27 heures, c'est-à-dire reprendre les 3 heures qui ont été volées par Sarkozy en 2008 pour l'école. On dit le retour aux 27 heures parce que ça parle, ça permet de se raccrocher à quelque chose qui est connu. Mais je pense qu'au bout du compte, c'est repenser l'organisation complète des temps scolaires, y compris de l'année, des vacances, des poussins, etc. Mais globalement, redonner du temps d'école à tout le monde, c'est une mesure juste. Et ça, par contre, sans réaugmenter le temps de travail des enseignants devant les enfants. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire embaucher et remettre en place ce qui est une grande revendication des enseignants depuis longtemps, c'est le dispositif plus de maîtres que de classe. C'est-à-dire dans une école, il y a plus d'enseignants qu'il y a de classes. On sort de cette logique de simplement un enseignant qui est tout le temps dans sa classe et on donne du temps aux équipes grâce à ça. On donne du temps aux équipes pour peaufiner leurs projets, pour rencontrer les parents, pour s'organiser, pour travailler avec des partenaires. Donc voilà. Et on fait l'école à l'école. Je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. Donner du temps aux équipes, dans le projet, c'est chiffré, c'est 80 milliards pour l'école. C'est pas plus de 20 à 25 par classe. Et puis, parce que si on allège, il y aura forcément il y a des endroits où ça se passera très bien, parce qu'il y a des écoles notamment élémentaires qui ont le Covid, mais il y a des endroits, y compris dans les lycées et les collèges, passage 20 à 25, c'est pour tous les niveaux. Il faudra aussi une grande aide nationale, parce que les collectivités locales, avec les limitations de ressources qu'elles ont subies, ne peuvent pas assumer. Il y aura donc besoin d'un investissement important de l'État pour s'aider à la construction des bâtiments. 90, ça veut dire 90 000 recrutements immédiats d'enseignants. On avait proposé de faire ça en pleine pandémie, et ça a été un des problèmes, c'est que ça n'a pas été fait parce qu'il y avait un besoin immédiat. Il y a des pays qui l'ont fait, l'Italie a recruté d'urgence beaucoup d'enseignants. Rattrapage des salaires, ces histoires du gel du point d'indice, on estime que depuis 20-30 ans, c'est à peu près 30% par rapport à l'inflation qu'a perdu le monde de l'éducation nationale. Les enseignants, mais aussi les personnes, oui, c'est les personnes de la fonction publique. Du coup, voilà, donc le rattrapage des salaires et un retour au dispositif pour permettre à plus de gens d'entrer dans ce beau métier de pré-recrutement, comme il y avait jadis les écoles normales, où passer un concours, et on est payé pour accéder, on n'en rabat pas sur le pré-recrutement, se fait à un niveau moins élevé que maintenant, mais on n'en rabat pas sur la formation finale. Le reste de la formation est payé, c'est-à-dire qu'on est, quand on entre, quand on a le concours, on devient enseignant stagiaire, fonctionnaire stagiaire. Il y a aussi les AESH, un dispositif très important qui sont traités, qui est d'une façon absolument inacceptable par rapport à leurs besoins et au boulot qu'ils font. Donc on réclame aussi, là, pareil, 90 000 recrutements d'AESH sous statut de fonction publique. La reconstruction des réseaux d'aide spécialisés, c'est-à-dire de l'aide aux enfants en difficulté, et d'une médecine scolaire digne de ce nom, là aussi, Nathalie pourra en parler, mais l'état de la médecine scolaire, notamment pendant cette pandémie, a été révélé comme quelque chose d'absolument insupportable. Alors, il y aura forcément des débats, et c'est bien qu'on en débat, parce que ce projet, il veut vraiment reprendre, que l'école redevienne l'affaire de la nation. Ça veut dire que peut-être, si on y met les moyens, il y a des choses qu'on demandera moins aux communes.
c'est un débat, parce que les communes se sont beaucoup impliquées dans l'école, je suis bien placé pour le savoir. On est dans une ville où dès la fin de la guerre, dès l'immédiate après-guerre, il y avait dans les écoles des professeurs de sport et des professeurs de musique payés par la municipalité. Il nous semble que ça devrait être du ressort de l'éducation nationale. Alors après, si ça se construit, il faudra bien entendu profiter de toutes ces compétences, qui sont des vraies compétences de qualité, pour les intégrer. Mais on voit bien que ça, il y a les communes qui ont ou les moyens ou la volonté, et on a beaucoup, puis moi je vais dans les communes où les enfants, ils font très très peu de sport, très très peu de musique, parce qu'un enseignant d'élémentaire, il est censé tout savoir faire, mais en plus on n'arrête pas de lui rabâcher que la priorité c'est lire, écrire, compter. Donc voilà, il y a des inégalités flagrantes. Et il faut que l'école, que la nation reprenne la main là-dessus pour que ces inégalités ne perdurent pas. J'ai quelque chose de magique, hein. Un enseignant de premier degré, c'est magique. Il suffit qu'un ministre mette quelque chose dans les programmes pour qu'il sache faire. On ne s'occupe pas de sa formation, voilà. Ça a été pareil pour l'apprentissage des langues, pour d'autres choses comme ça. Donc redonner, c'est redonner aussi l'égalité territoriale, redonner aussi aux associations, notamment aux partenaires de l'école, aux associations complémentaires de l'école et d'éducation populaire, les moyens de vivre, et aussi s'appuyer dans un dialogue fructueux entre l'école et eux, sur leurs compétences acquises de très longue date et leur capacité d'innovation pédagogique qui est irremplaçable, à mon avis. Sur les contenus, vraiment reconstruire un conseil des programmes indépendant, parce que là il a été complètement phagocyté de façon purement idéologique. On a viré, hein, il a existé un conseil des programmes, ils ont tous été éjectés comme des malpropres, et on a mis des gens, des managers, presque toujours. Dans l'éducation en France, ce qui se préparait pareil, c'est tout issu de l'Institut Montaigne. Un institut libéral bien connu. Donc reconstruire le conseil des programmes indépendants qui devra travailler avec les praticiens, les chercheurs en pédagogie et construire enfin des programmes stables, c'est-à-dire qu'on ne change pas des choses au niveau des discours idéologiques, des lubies. Bien entendu, il y a des choses qui doivent sans cesse évoluer, mais non instrumentalisées. Et il va falloir, alors c'est des projets ambitieux de transformation, et en même temps on sent qu'on est dans un moment où aussi les équipes éducatives dans l'école aussi ont besoin, aussi entre guillemets, qu'on leur foute un peu la paix. C'est-à-dire qu'on leur fasse confiance, qu'on fasse confiance au terrain, qu'on arrête ces injonctions sans arrêt contradictoires, et qu'on a du temps. Donc il y aura aussi beaucoup de discussions pour remettre de la confiance et remettre du temps. Et quelque chose de très important, c'est de remettre une formation à la fois initiale et continue des enseignants qui ressemble à quelque chose. Voilà, pour dire, ces propositions, on peut en débattre, en discuter, et elle a en tout cas, moi ça m'a frappé parce que ça a été fait après, la FSU a fait ses résultats après, elle est vraiment en adéquation avec beaucoup d'attentes du métier, même s'il y a toujours des discussions idéologiques sur le fond de l'éducation et tout ça. Donc voilà un peu, pour ne pas être trop long, ce que je voulais balayer. Et bien entendu, on peut discuter et aller plus précisément sur tel aspect ou tel aspect de l'école. Voilà, je vous remercie. Ça m'a marqué là, parce que ça a été longtemps développé là, et vous-même vous l'avez développé. Et comment se fait-il qu'on en est arrivé à ce niveau-là de ce malaise profond? Ce que j'ai à dire, je vais quand même me présenter un peu. J'ai été enseignant, j'ai terminé ma carrière ici, mais j'ai enseigné en lycée technique, en BTS, fondeur, y compris à Calais. Une vision un peu. Et puis j'ai été syndicaliste enseignant et pendant 6 ans, je crois, j'ai été secrétaire académique du
du syndicat du second degré dans l'académie de Grenoble. Il y a 16 ans que j'ai arrêté de travailler. Et d'après ce que disent les collègues que je revois, pas seulement toi, les choses ont beaucoup changé. Ouais. Mais bon, à partir de là, moi je voudrais simplement insister sur deux choses. La première, c'est que je crois fondamental ce qui est écrit là-dedans. C'est la question de l'élévation du niveau de connaissance, et pas seulement de la connaissance, l'élévation de la formation des jeunes est une question de société, si du moins nous voulons une société démocratique. Ce n'est pas un besoin pour les gens, et aujourd'hui j'en connais, je le dis, je rajouterai une autre, ce qui éclaire en partie mon analyse, c'est que j'ai des enfants et des petits-enfants qui habitent à Paris, qui sont dans de bons lycées. Tout ce que vous venez de dire là, ça n'existe pas. Il y a pas, pendant le Covid, les classes ont fonctionné normalement en présentiel, il n'y a jamais eu de problème. On a vraiment l'école qui organise, ça coûte cher. Pourquoi est-ce que tout ce qui a été décrit, qui existait déjà, je répondrai à ta question, Merci. qui existait déjà depuis longtemps, ça vient du fait qu'on a toujours dit, ça coûte trop cher, ça ne sert à rien. J'ai entendu à l'époque où c'était Millon qui était président de région, j'ai fait partie du conseil régional de l'éducation nationale, et je me souviens avoir entendu cette phrase qui m'avait un peu laissé sur le cul. C'était un élu du Front National qui disait « Mais pourquoi voulez-vous qu'on dépense de l'argent à former des... » Alors eux lui disaient pas des gens, mais des Mohamed, qu'on n'emploiera jamais. Mais cette brutalité-là, elle est au fond, dans un très grand nombre de... C'est ce qui fonde en réalité beaucoup des décisions qui sont prises aujourd'hui. L'éducation nationale coûte cher. Oui, elle coûte cher. Mais c'est un investissement indispensable si on veut une société démocratique. Et je pense que Fabien a tout à fait raison de dire, c'est 80 milliards qu'il faut mettre sur la table. C'est ça, c'est l'ordre de grandeur. Sans ça, ça veut dire qu'on n'a pas d'ambition. Et si on n'a pas d'ambition, qu'est-ce qui se passe? Ce qui vient d'être décrit. Chacun gère la merde comme il peut. Malgré toutes ces réformes qui ont été faites. Non, mais les réformes en question, c'est que ça n'a... moi, je n'ai... très honnêtement, je vais le dire comme je le sens, je n'ai jamais... ce que j'ai vécu quand j'ai enseigné, c'était sans arrêt des coups de boutoir pour... qui ne s'expliquait que parce qu'on n'avait pas d'ambition pour l'éducation nationale et d'ambition pour la formation pour les jeunes. Reprenons dans l'histoire, puisque là je ne veux pas en parler, l'invention des lycées techniques, c'est pas l'éducation nationale. L'invention des lycées techniques, le lycée du bâtiment par exemple, elle a été créée par des profs qui vraiment tenaient à ce que dans les filières du bâtiment, on ait une élévation des qualités, c'est eux qui l'ont imposé. Et ça a été vrai dans un grand nombre d'autres secteurs du technique. Aujourd'hui, moi ce qui me paraît tout à fait clair, c'est que l'école sert très bien les enfants de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie, qui de toute façon rentreront dans des circuits qui fonctionnent parfaitement aujourd'hui. Et le reste, ça coûte trop cher. Ça coûte un pognon de dingue. Et bon, c'est pour ça que je dis qu'on peut après ça analyser. C'est vrai que si on n'a pas l'ambition de faire progresser notre société vers une société plus juste et plus solidaire, alors on n'a pas besoin de mettre tout cet argent sur la table. Hein. Il me semble que dans la situation où on est, oui, je crois qu'il faut vraiment être ambitieux. Et ça, c'est marrant, mais Piketty, dans un bouquin sur l'évolution du capital au XXe siècle, analyse en disant qu'est-ce qu'il y a après la guerre de 14, les États-Unis ont mis en place des investissements colossaux pour financer l'enseignement supérieur. C'est ça qui leur a permis d'obtenir, en grande partie, une excellence dans un tas de filières scientifiques et techniques. Cet investissement-là, il a été décisif. Et aujourd'hui, si
c'est complètement incohérent. Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Si on a décidé qu'on foutait en l'air complètement l'industrie, pourquoi voulez-vous qu'on forme des gens qui bosseraient là-dedans? C'est complètement cohérent. Si on veut réellement développer notre société pour qu'elle soit plus utile, qu'elle produise davantage de richesses, alors il faut effectivement mettre de l'argent dans la formation. Et moi je rappelle, enfin je reviendrai à ça, c'est vrai qu'il y a 20 ans, le syndicat enseignant avait 3 raisons. C'est qu'on devait former des individus, des citoyens et des travailleurs. Et c'était très clair, c'était ça les orientations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Enfin aujourd'hui, d'après ce que me disent les collègues, hein, ils sont les mêmes en disant il faut qu'on gère aussi les difficultés matérielles, familiales, etc. de gosses à qui on demande de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire parce que les conditions sociales dans lesquelles ils sont rendent ça impossible. Et ce qui est sûr, c'est que beaucoup disent non, c'est pas vrai, tous les gosses ne peuvent pas apprendre la même chose. Moi je donne simplement la même chose, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas évidemment, vous comprenez la même chose quand vous faites un cours. Mais moi je me souviens de cette remarque d'un prof de physique qui enseignait dans les classes prépa technologiques à Voiron et qui disait en mathématiques, on fait exactement le même programme qu'en les classes de C, sauf que nous, on passe par la physique. Et il dit c'est sûr que les gosses qui alors lui parlait des intégrales, des choses que je ne connais pas, hein, des dérivés d'intégrales, plein d'outils mathématiques, il disait c'est vrai que ces outils-là, si on les apportait avec nos élèves, comme on le fait dans une classe de C, à l'époque les classes de général, ça ne marcherait pas. Et la question qui est posée, c'est alors quels sont les moyens dont on a besoin pour qu'on forme réellement le maximum de gens au niveau le plus élevé. Je crois que c'est une ambition et on pourra discuter après ça de tel ou tel point. Mais en tout cas, je crois que ce qu'il faut vraiment dans cette campagne affirmer, c'est que notre ambition pour l'école, c'est une ambition pour la société. Ça va être court. Je rebondis sur ce qui a été dit par rapport aux activités extrascolaires. Donc moi, je suis monitrice de ski et j'ai eu le plaisir de pouvoir accompagner les écoles de Fontaine au ski à Saint-Nizier. Et je peux vous dire que la plupart des gamins de Fontaine ne connaissaient pas la neige. Et c'était un bonheur de les voir jouer dans la neige, skier. Et quand je les rencontrais dans Fontaine, c'était un bonheur qu'ils avaient vraiment... voilà, ça c'est donc pour la partie ski. Et une autre chose pour parler de ce que a dit Georges Elzière, sur les moyens qui sont mis pour l'école. J'ai vu, mais alors j'ai plus les chiffres exacts, mais j'ai vu les chiffres des moyens qui sont donnés aux grandes écoles et qui est 10 fois plus important que les moyens qu'on donne aux enfants qui sont dans les filières moins importantes. Et j'avais été vraiment surprise. Parce qu'on dit mettre des moyens à l'éducation. Oui, mais ils mettent les moyens dans l'éducation de la grande bourgeoisie, mais ils ne les mettent pas dans... c'est encore plus... La cassure est encore plus énorme si on voit vraiment les moyens qui sont mis pour les enfants de la grande bourgeoisie et les moyens qui sont mis pour nos enfants dans les quartiers défavorisés. Voilà. L'apprentissage, ce n'est pas une chance, ce n'est pas une égalité de chance, hein, dans le sens que ça serait une loterie. Hein, on doit aller vers l'école de la réussite de tous. Et comme l'a dit Laurent, il faut regarder ce qu'a le plus besoin, le dernier de la classe. Parce que les autres, c'est pas cela qui nous intéresse. Hein, si on veut faire progresser tout le monde, c'est cela. Si on veut faire progresser les salaires, il faut s'occuper du SMIC. À mon avis, c'est évident. Hein. Donc, et une des manières, effectivement, de lutter pour cette égalité des élèves dans le droit de réussir, c'est un droit de réussir, et le droit doit être le droit pour tous. Effectivement, c'est l'allongement du temps scolaire.
Parce que, effectivement, la différence, elle se fait non pas à l'école, la différence, elle se fait en dehors de l'école. Et si vous allez assister à un conseil de classe, par exemple, ou alors une réunion de profs, c'est toujours pareil, quoi. Ouais, il n'apprend pas ses leçons, il n'est pas suivi, ses parents ils ne peuvent pas suivre, oui d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a effectivement des heures de vie, des heures possibles à l'école, mais le gamin qui est en difficulté, qui est toute la journée en difficulté, et puis qui le soir, il doit rester encore plus longtemps à l'école, il le reçoit comme une punition. Hein, si on n'y est pas tous en même temps à l'école, il ne peut pas accepter. Alors les parents, ils acceptent, hein, ils le mettent, ils sont bien d'accord avec vous, les parents. Parce que dans République, il faut ajouter les qualificatifs une République sociale, laïque, féministe, telle que nous la voulons, telle que Fabien Roussel l'a décrit dans son livre. Bon, ça c'est parenthèse. Après, ce que je veux dire, moi j'étais très satisfaite de la présentation de Laurent. Parce que dans une autre vie, j'ai été instite. Bon, parce que je suis à la retraite depuis longtemps. J'ai aussi été militante, bon, pas que communiste, pédagogique et syndicaliste. Et j'ai travaillé au collectif école assez longtemps. Donc je retrouve toutes les propositions qu'on a travaillées depuis longtemps. Ce ne sont pas que les propositions de Fabien Roussel, ce sont les propositions des communistes. Et pas que des enseignants. Justement, c'est pour ça que moi j'aime bien qu'on élargisse les notions d'éducation et de ce qu'on veut pour l'école, aux parents, aux équipes éducatives, sanitaires, les médecins, etc. Parce que la notion d'équipe, il faut l'élargir au-delà de l'équipe pédagogique. Il y a l'équipe, on va dire, commune, comment ça s'appelle ? Bon, avec les parents. La communauté éducative. La communauté éducative. J'en perds les... Y compris les personnels de restauration. Voilà. Au sens large. C'est pour ça que je trouve que ce qui est bien justement dans ce qu'a dit Laurent, premièrement, revenir à une école de la nation. Quand j'étais jeune, communiste, j'étais abonnée à une revue qui s'appelait l'École de la Nation, qui était la revue des enseignants communistes. Bon, sinon... Il en a encore des tas dans le monde. J'ai dit une bêtise. Non, non. Non, au contraire, tu me fais plaisir. C'est connu. Souvenir. Non, mais c'est bien, ça fait... Après, ce qui est très bon et très fort, c'est quand on dit l'école à l'école. Alors ça, c'est très fort. Parce que dans le principe d'égalité, parce que dans la République, il y a liberté, égalité, fraternité. Or, l'égalité territoriale, il n'y en a plus. Parce que c'est pour ça que, bon, revenir à la nation, bon, maintenant qu'on enlève plein de moyens aux communautés territoriales, quel que soit le niveau d'ailleurs, eh ben, il n'y a plus d'égalité sur le territoire. Et si on refait l'école à l'école, et sous la responsabilité de l'éducation nationale, c'est-à-dire de la nation, de l'État, sans décliner par la région, le département, maintenant il y a la métro, la commune, il y a plein de niveaux d'inégalité en fait. Parce qu'en tant que communiste, ce qu'on veut pour l'école, enfin je me situe là-dedans, c'est quand même l'école de la réussite pour tous au plus haut niveau possible. Et c'est pour ça qu'on emploie le terme de culture commune. Culture commune, ça ne veut pas dire qu'on enseigne les mêmes choses à tous les élèves en même temps, mais qu'ils ont un niveau qui est capable, enfin, qui les rendra capables d'échanger, de communiquer, d'être citoyens avec n'importe quelle autre profession, en ayant des bases communes en littérature, bon, en sciences, en informatique, en art, en musique, même en sport, en éducation sportive, parce que c'est très important aussi. Donc, les moyens c'est la réussite de tous, parce qu'on pense que tous, on fait un pari, c'est que tous les enfants sont capables de réussir selon les moyens qu'on y met. Les moyens, c'est pas que financier. D'accord, il faut beaucoup de moyens financiers, mais il faut aussi penser l'école autrement. D'ailleurs, tu l'as évoqué. C'est pour ça que j'ai bien aimé ton exposé d'introduction. Parce que tu as parlé de la notion d'équipe, c'est très important, parce qu'un enseignant ne peut pas tout faire, tout enseigner. Or, si on travaille en équipe
eh ben, il y a des gens qui auront approfondi un domaine scientifique, d'autres qui auront approfondi un domaine plus littéraire, en langue, un autre en sport, en activité sportive, un autre. Bon, j'en parle en connaissance de cause parce que je l'ai expérimenté. On l'a expérimenté à l'école, dans mon école. On travaillait en dominant, en équipe, avec les parents aussi. Hein. Et ça, mais c'est pour ça qu'il faut avoir le plus haut niveau. On veut le plus haut niveau pour les élèves, pour les enfants, et on veut le plus haut niveau de formation pour les enseignants. Ça veut dire que s'ils ont une compétence, il faut qu'ils l'approfondissent, qu'ils la affouent. Mais dans une équipe, on peut partager tout ce qu'on a de différent pour avoir l'objectif d'aller le plus loin possible avec chaque enfant. Bon, c'est pour ça que j'ai bien aimé ton exposé. Autant Nathalie nous a décrit l'état terrible dans lequel tu te trouves, et dans le niveau secondaire, c'est horrible, quoi. Et ce qu'on fait, c'est pour ça qu'il faut avoir une sacrée ambition pour l'école, ce que tu as dit, toi, Georges, et mener les enfants le plus haut possible. C'est notre ambition parce qu'on veut que tous les enfants réussissent et ils sont capables. Ça, c'est c'est l'hypothèse qu'on met au départ. Exactement. Alors j'avais zappé Nathalie après Édouard, donc c'est Édouard et après Nathalie. Une précision, ce que j'ai compris, c'est que dans l'intervention de Nathalie, c'est l'état pas dans laquelle elle se trouve elle seulement, c'est les établissements scolaires. Voilà. Malheureusement, si ce n'était que Nathalie, ce serait pas grave. Je suis désolée, non, mais la façon dont tu nous as décrit, voilà. on l'a pris en pleine poire. Oui, ben c'est la réalité. C'est la réalité. Édouard, et après ce sera Nathalie. Moi, je vais faire un pas de côté. Oui. Ce qui me motive depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, pour la campagne de Fabien Roussel, c'est les jours heureux. Et donc, pourquoi vous êtes plusieurs à l'avoir dit, pourquoi une école, si c'est pour construire la société de la bourgeoisie actuelle? D'ailleurs, je crois il y a quelques jours que, je ne sais pas si c'est pas Macron, qui a laissé entendre qu'on pouvait arrêter l'école à 14 ans, ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Pour aller en apprentissage. En 5e. Il y avait des invitations l'an passé. Je lis dans le programme, objectif numéro 1, une révolution du travail et la revalorisation des salaires pour une sécurité de l'emploi et de la formation. Moi, je suis un militant, depuis plusieurs années, du salaire à vie. Une sécurité sociale de l'emploi et de la formation, c'est pas exactement ça, mais ça y tend aussi. Mais ceux qui prônent aujourd'hui le revenu universel, pourquoi une formation et envoyer des gens à l'école? On va les nourrir pour qu'ils ne crèvent pas, mais si on est pour ce mode de société qui peut complaire à la bourgeoisie, eh bien ça n'a strictement rien à voir avec un programme où, pour les jours heureux, on aura le bonheur au travail. Parce que quand on parle à des jeunes aujourd'hui, de tout ce qu'ils vivent chez leurs parents, leurs grands-parents, et quand on l'a entendu aujourd'hui, de souffrance au travail, oulala, mais moi je veux pas de boulot, qu'on me donne de l'argent et ça ira bien comme ça. Les jours heureux, c'est bien une société où on aura droit à la santé, on aura droit à un travail et à un épanouissement au travail, où l'économie sociale et solidaire fera que on sera nous-mêmes les décideurs de notre travail. Et si je dis ça, c'est que je pense que dans les derniers jours qui nous restent, je le disais encore ce matin à quelqu'un devant une école, cette cohérence du programme de Fabien Roussel, avec notamment l'énergie, le nucléaire et toutes les formes d'énergie, mais de telle sorte qu'on puisse demain tous vivre heureux. Et c'est un changement radical par rapport à tout ce qu'on entend, où on nous demande, allez baisser la tête, vous allez en recevoir des coups encore, au boulot et ailleurs. Donc, il nous reste quelques jours pour faire cette campagne de Fabien Roussel, mais au-delà, il faudra quand même que ce changement vraiment radical de vision de société, on le porte, mais dans toute la diversité de tous les chapitres.
Parce qu'une éducation nationale telle qu'elle a été prônée aujourd'hui, ça me convient, mais si on ne change pas les bases de tout ce qu'on veut dans la société, pourquoi cette éducation nationale? En plus, elle ne marchera pas si on n'avance pas le reste en même temps. Exactement. Merci. Depuis 36-37 et les premiers stages de formation d'animateurs, les gens n'avaient pas pensé à ça veut dire jusqu'à maintenant, tous ces organismes, ils faisaient que des vacances idiotes. C'est ça. Vacances Le dispositif vacances apprenantes. En disant, voilà, on va faire toujours dans cette idée d'aider les enfants en difficulté, soi-disant. On va leur revendre de l'école en plus pendant les vacances. Alors, comme l'a très bien dit Sarah, c'est complémentaire. On apprend autrement, on apprend autre chose. Sur d'autres rythmes, voilà. Et c'est un mépris pour ce travail qui a été fait. Là, je partage complètement ce que je crois qu'il faut effectivement il ne faut pas oublier ni gommer ce qui sont des points de souffrance réels dans l'éducation nationale. Des profs, des parents, des gosses, sont vraiment des vrais problèmes. Mais ce que je pense, c'est que la souffrance est d'autant plus grande que si j'en juge par la discussion que j'ai avec les collègues et avec mes propres petits-enfants, c'est une souffrance qui demeure individuelle, personnelle. Je crois que le seul moyen qu'on ait de redonner du sens, c'est d'affirmer de l'ambition pour l'éducation nationale et pour la formation, et ce que tu disais, tout ce qui est de permettre à un jeune de trouver sa place dans la société. Et je crois que je vois bien, j'ai discuté de ça avec un de mes petits-neveux, qui a le malheur d'être le second, alors que l'aîné, il n'y a aucun problème. Et lui, c'est pas qu'il n'est pas mais il a un peu dyslexique, etc. Bref, il a des merdes, et ça, il le vit très mal. Sauf que, et ses parents le vivent très mal en disant mais l'éducation nationale ne s'occupe pas de ça. Oui, c'est vrai, l'éducation nationale prend très mal en charge les problèmes. Et moi je pense que notre rôle politique aujourd'hui, puis si on veut être utile, c'est d'affirmer que ça, c'est le résultat d'un système qui a décidé de faire à l'économie, parce que de toute façon, ça, ils n'en ont rien à faire. Moi, ça me frappe. Je me souviens d'un recteur qui était honnête, qui m'avait dit « Vous êtes adepte d'une qualité absolue de l'éducation nationale, moi, il faut que je gère des moyens. » C'est très bon qui fait ça. Mais en dehors d'une réunion, à la sortie de la réunion. Et oui, c'est ça le problème. Je crois vraiment que là, on a vraiment un rôle à jouer dans l'éducation nationale. C'est pas une bricole, c'est en grande partie l'avenir de notre société. Jean-Philippe. À toi, bien. Merci. Ça va sortir. Moi, j'aime pas couper les choses en rondelles de saucisson. Même si j'aime bien le saucisson, d'ailleurs. Parce que non, ce que j'ai apprécié dans le programme, finalement, c'est la cohérence de l'ensemble. Parce qu'on parle de l'éducation, alors moi, je n'ai jamais travaillé dans l'éducation, donc ça c'est clair, je ne comprends rien, pas grand-chose. Mais par contre, je sais un certain nombre de choses, mais ça remonte à 50 ans en arrière, puisque j'étais au président des parents d'élèves à une certaine époque, mais il y a 50 ans en arrière. Voilà, donc j'ai tracé le cadre. Aujourd'hui, à mon avis, les enfants, c'est comme l'ensemble de la société. Ils sont en train de tous souffrir de la société dans laquelle on vit. J'apprendrai à personne que dans le milieu enseignant, il y en a des enseignants qui quittent le poste parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. Que dans la médecine, il y a des médecins, des infirmières et compagnie qui quittent aussi parce que ça ne leur plaît plus. Bien souvent pour être même moins payés, alors que déjà, les infirmières ne sont pas si bien payées que ça. Donc c'est un problème de société globale. Alors, c'est sûr qu'il faut aborder les questions telles que vous les avez abordées, et moi je les apprécie parce que je découvre des
choses. Il y a tellement de situations, mais quand même, les jeunes dans tout ça, qu'est-ce qu'ils pensent? Alors, c'est très divers aussi. Quand j'étais à Grenoble avec les copains là, pour diffuser des tracts, je suis tombé sur un jeune qui était étudiant en philosophie. La première question qu'il m'a posée, c'est quelle est votre position sur le nucléaire? Je m'attendais à tout sauf à ça. Et quand j'ai expliqué nos positions, il m'a dit, ben voilà, au moins quelque chose d'intelligent. Alors après, j'ai continué la discussion. Donc, tout ça pour dire un état d'esprit. Mais parmi les autres états d'esprit, ce que vivent les infirmières, les enseignants, et puis j'en passe des bonnes et des meilleures, parce qu'on trouve des ingénieurs maintenant qui quittent leur entreprise et qui vont faire le paysan. C'est quand même fort de café. Quand même, et bien, chez les jeunes, on retrouve ces mêmes phénomènes. Et moi, ça me pose une question. C'est que si on aborde seulement l'aspect direct de l'éducation, sans tenir en compte les conditions dans lesquelles ils vont vivre après, moi j'ai fait partie de ceux qui ont dit à ma petite fille, qui vit depuis 10 ans chez moi, ceci dit en passant, qu'il faut que tu bosses, parce que quand tu auras des diplômes, c'est le meilleur moyen pour pouvoir t'en sortir. Ça va faire 5 ans qu'elle travaille, elle a 30 ans, elle est jeune, et bien elle gagne 1 600 € par mois. Mais comme elle a qu'un 8 ans, vous imaginez, ça fait au moins 4 ans qu'elle cherche un appartement, impossible d'y trouver. Que voulez-vous que les jeunes aient une espérance dans la mesure où les conditions, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, mais où les parents, les amis, les voisins, ont connu cette situation et qu'ils savent qu'eux, ils vont connaître la même. Et moi, ça, c'est un problème. Et c'est pour ça que j'apprécie le programme. Ouf, je trouve le mot. Parce qu'il y a, quand on rajoute tous les trucs les uns aux autres, il y a cette cohérence qui fait que l'un ne va pas sans l'autre. On peut éduquer les enfants, mais s'ils n'ont pas des perspectives, eh ben on ne fera pas des enfants qui auront envie d'étudier. Si on ne leur donne pas des perspectives, de moyens de vivre correctement, de vivre heureux, ils n'auront pas envie de travailler, etc., etc. Alors, moi c'est ça que je trouve de bien dans ce programme, et je ne veux pas être plus long. Impliqués, militants, qui savent ce qu'est l'éducation populaire, qui savent, même si c'est pas très affirmé dans le programme, ce que devrait être la coéducation, je ne remets pas du tout en doute entre nous cette conscience-là. Mais je me dis, un tout petit côté personnel, quand j'ai démarré comme animateur et comme éducateur, c'était le début des ZEP, et je pense qu'à ma première réunion ZEP, on était 2 fois ce nombre-là pour travailler. Et il y avait une génération d'enseignants qui venaient faire du temps en plus le soir. Moi, je faisais du périscolaire dans un centre social. C'est les instituts qui venaient nous aider, nous former. Ils étaient motivés par ce qui se passait. Puis 10 ans après, je travaillais à la mairie de Fontaine, il y avait un super truc au collège. Eh bien, il fallait en faire un bilan. Je ne me souviens plus exactement l'action, mais il se trouve que les profs qui portaient ça, ils étaient à la retraite. C'est des retraités qui sont venus en parler. Il n'y avait plus aucun enseignant du moment qui était dans le coup et qui était d'accord d'ailleurs pour venir un samedi matin. Après j'ai un autre flash et je pense aux 4 jours et demi et au branle qu'on s'est pris ici par les enseignants parce qu'on n'y passait pas. Et puis ensuite parce qu'on a voulu garder un petit quart d'heure pour avoir 2 vraies heures entre midi et 2 pour la pause méridienne, pour le projet éducatif territorial et aussi pour que nos femmes d'entretien, les femmes principalement, aient le temps de faire le boulot. Voilà. On s'est fait latter comme des... Et je me dis, on a perdu cette conscience de classe collective. Et l'école aujourd'hui, bah, c'est pas une île. La lutte des classes, elle s'est accentuée. Peut-être au niveau des enseignants, il y avait un corpus, il y avait une structuration qui a permis longtemps de résister aux coups de boutoir de ces attaques, mais dans le monde du travail, dans la fonction publique, hospitalière, même territoriale, on le vit. Nous aussi, il y a des catégories C qui sont paupérisées. Nous aussi, on a des moyens administratifs qui ont disparu. On va dire tout le prolétariat aujourd'hui
est en train de dégringoler en termes de conditions sociales, avec des degrés divers, parce que effectivement, il y a quand même des degrés. Aujourd'hui, l'école, elle est touchée par ça, effectivement, très certainement avec les mêmes problèmes de prise de conscience collective. Dans le temps, on peut y arriver. Alors, moi, dans le programme, ce qui m'a un peu irrité, c'est le fait qu'il y a peu de perspectives en termes de socialisme. Parce que moi, ce que j'entends de ce qu'a dit Willy, et que je partage complètement, on a tous plus ou moins énoncé, c'est qu'on ne fait pas l'école pour l'école, on fait l'école pour changer de société. On veut des perspectives. Et qu'il y a 40 ans, c'était pareil, c'était pas la société. Mais par contre, il y avait certainement un idéal, on espérait qu'en travaillant comme on travaillait, on pourrait changer les choses. Aujourd'hui, on a un peu perdu ça, parce qu'ils sont très forts en face. Enfin, je veux dire, et c'est là-dessus, je rebondis sur ce que disait la collègue des Francas. Moi, je ne veux pas me faire enfermer dans un débat droite-gauche aujourd'hui. Certes, Macron, il a fait un programme encore plus à l'échelle des riches, on va dire. Mais la gauche gouvernementale a intégré cette dimension depuis les années 80, mais sans moufter. Nous, les communistes, on a subi quelques coups idéologiques, on a nous-mêmes peut-être un petit peu dérivé, mais aujourd'hui, on revient. Moi, ce que j'aime dans le programme qui est proposé autour de Fabien Roussel, c'est qu'il y a la base d'un programme cohérent, de rupture, qui n'ose pas trop dire son nom, mais qui quand même le dit, qui rappelle que les jours heureux, c'est possible, et pas uniquement la gestion du capitalisme. Voilà. Et on voit la gauche revenir en disant « mais nous, on est de gauche, c'est terrible ce que vous fait Macron ». Non, non, les gars, enfin, je ne parle pas pour la camarade qui est là, parce qu'il y a du militantisme, je le respecte, mais c'est un peu fort de café. Non, j'en connais beaucoup des socialistes qui ont abdiqué. Qui ont abdiqué au gouvernement, qui ont abdiqué en étant responsables dans les institutions, et qui disaient ben on n'a pas les moyens, ben, il faut bien prendre la réalité telle qu'elle est. 1920. Voilà. Donc à un moment donné, je ne dis pas qu'il faut être maso et être condamné à être toujours dans la minorité politique, mais prenons le temps de l'échange quand même sur le fond. Voilà. Et notre programme, il permet de commencer à discuter. Voilà. Et qu'est-ce que mettent les autres forces de gauche dans la balance de l'éducation ? Parce que j'ai rien entendu de particulier sur l'éducation nationale, au-delà du nombre de profs, parce qu'effectivement, c'est facile, voilà, il y a qu'à, on sort du confinement, les profs, on va bien les payer, etc. Mais qui a un vrai projet autour de l'éducation, de la place de la jeunesse, qui a un projet politique autour des questions de jeunesse, qui a un projet politique autour des questions de salaire, de revenus, de conditions de vie, c'est le nôtre, notre programme. Et puis évidemment, on a quelques passerelle avec d'autres mouvements, mais je pense qu'on a quand même plus de crédibilité. On s'est retrouvé seul sur nos territoires. On s'est retrouvé attaqué par des forces de gauche dans nos territoires communistes, la Fontaine en premier. Le bilan n'a jamais été assumé par la gauche. La gauche est fratricide. Voilà. Et bien sûr, quand il s'agit d'aller guincher sur Macron, c'est facile. Mais quand on est sur le terrain, on se rend bien compte qu'on a été souvent seul dans les combats. Et le réseau d'éducation prioritaire, on n'en a pas vu beaucoup. Des formations proches de nous, venir faire la soupe avec les parents d'élèves sous les fenêtres du rectorat. Voilà. Donc c'est pour ça que ça donne l'espoir de voir le Parti communiste redresser la tête, voilà. Parce qu'on est porteur de cette ambition collective, parce qu'on a le souvenir qu'on a eu aussi des enseignants, on en a encore, puissamment charpentés pour mener ce combat de classe dans les écoles, et que si on retrouve aussi nos mots et cette certitude qu'on a raison de défendre ça, on relève la tête et je trouve qu'on est porteur d'espoir. Voilà. On va peut-être faire 4, on va peut-être faire 3 millions, on va peut-être faire 5, mais quelque chose s'est passé là, autour de ça. Et vis-à-vis de nous-mêmes, je crois, Edouard, tu l'as dit toi-même, tu as fait le pas de côté. On parle des salaires, on parle d'une révolution du travail. C'est ça qu'on veut. Voilà. C'est pas améliorer la vie, c'est changer la vie, c'est changer les choses. Voilà. Et en emmenant tout le prolétariat avec nous, là-dessus je te rejoins Nathalie, c'est évidemment, il faut penser les conditions de travail, de structure de vie avec l'ensemble de nos camarades de travail, toutes catégories confondues. C'est pas parce que les cadres de la fonction publique ont un meilleur statut et ont gratté quelques... Ils ne sont pas en train, comme les autres, d'ailleurs, de redégringoler l'échelle sociale, et leurs enfants redégringolent. Juste pour finir là-dessus, les statistiques sont claires, il a fallu des décennies pour que les enfants d'ouvriers puissent accéder à l'université, il a fallu quelques années pour que ça redégringole dans l'autre sens. Voilà, on en est là aujourd'hui, c'est un combat de classe.
il y a quand même un accord général, c'est que pour beaucoup, si elle est en déclin, c'est à cause de l'abaissement du niveau scolaire. Et c'est vrai. Et c'est vrai pour toutes les raisons qui ont été évoquées par tous les témoignages que vous avez prononcés ce soir. Mais le fait d'avoir diminué le temps d'enseignement, le fait d'avoir autant dévalorisé le métier d'enseignant, le fait d'avoir rendu la formation plus difficile, tel que ça a été expliqué, avec des futurs professeurs qui, dans leurs dernières années, doivent tout faire en même temps. Tout cela a considérablement baissé le niveau de l'enseignement de notre pays, alors que c'est essentiel et important pour l'avenir de la nation. Quand nous disons qu'il faut reconstruire la France, réindustrialiser le pays, engager la transition écologique, faire en sorte de relever le défi du grand âge avec l'allongement de la durée de la vie, qui est une chance et qui est un progrès. Mais nous avons besoin, justement, tous les ans et pour chaque génération, de garantir à tous nos enfants la meilleure formation, la meilleure éducation, leur ouvrir tous les savoirs, leur permettre justement de se former et d'appréhender toutes ces évolutions de la société. Le débat a été bien riche. Moi, ce que j'ai aperçu, alors dans le discours de l'école, on en entend beaucoup, il y a un discours ambiant sur l'école. Alors, on peut penser que nous, par certains côtés, ça a été un peu catastrophiste. On n'a pas donné un tableau forcément très reluisant de la situation. Mais j'ai envie de dire, il y a catastrophisme et catastrophisme. C'est-à-dire que nous, on a parlé du réel, des choses qui nous gênent en tant que militant de l'éducation et de vision de projet de société. Mais c'est différent du discours catastrophiste sur l'école qu'on entend et qui est accaparé parce qu'on parle beaucoup de ce que la droite a gagné en combat culturel. Le discours sur l'école, il est accaparé d'un catastrophisme qui est de toute autre nature. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que on ne s'est pas plaint du niveau soi-disant qui chute complètement, des enfants qui sont tous idiots, qu'il n'y a plus de respect, qu'il n'y a plus d'ordre et tout ça. Enfin, c'est ça le discours sur l'école. Et toutes les solutions les plus réactionnaires qu'on nous propose, elles partent de cette idée-là souvent, qui est instrumentalisée. Donc c'est bien qu'on parle des choses autrement. Moi je dis, ce que je ramasse là, et Laurent a beaucoup dit là-dessus, sur la globalité de la question. On a à la fois, ça a été dit, à repenser complètement l'école. C'est ce qu'on a dit, avec des idées claires, sur la base qui est vraiment l'enfant est capable, tous les enfants, on parle de l'éducation populaire, c'était en 1957 Gisèle Defailly qui a été une des penseuses de l'éducation nouvelle avec les CDA, avec les grands principes qui guident notre action. Chaque être humain peut apprendre à tout âge, il en a la volonté, il en a les moyens. Et il faut y mettre les conditions. Donc voilà un principe de base et qui contredit tout. Donc à la fois tout repenser, mais la difficulté, et c'est je crois ce que dit Diane dans notre programme, repenser complètement l'école, mais en le faisant avec la richesse qui reste dans notre école, même si tout ce que dit, je partage pas mal tout ce que dit Laurent sur les choses qu'on a perdues, il n'empêche que l'école française reste, et au-delà de l'école française, avec notamment les associations, tout ça, le monde éducatif français reste plein d'une richesse, d'une ressource, alors, qui est malmenée, qui y compris les penseurs en éducation, ils sont devenus tricards dans l'éducation aussi, il faut le dire. Hein. Moi, je connais un des plus grands spécialistes de l'apprentissage de la lecture, qui est un sujet que je connais bien, qui s'appelle Roland Boismou, qui a été animateur du GFEN, qui a fait des travaux qui font référence au niveau international. Il est interdit d'intervention par le ministre dans l'éducation nationale. Il est interdit. Il raconte
il y a un moment, il raconte même qu'un inspecteur qui n'était pas bien au courant à quel point il était tricard, il voulait l'inviter pour une formation d'enseignant. Et Roland Godbout lui a dit moi je veux bien, mais vous êtes sûr que votre hiérarchie va l'accepter? Il dit moi je fais mes journées. Et puis 2 jours après, il le rappelle ah ben, vous avez raison, on a mis le veto. On en est là. Voilà. Du coup, faire avec la richesse, même s'il est en souffrance. Et pour aller dans le secteur éducation du parti, mais avec d'autres, notamment avec d'autres mouvements de gauche, avait fait un appel il y a quelques temps que je vous conseille d'aller voir, qui s'appelle Appel pour des états généraux de l'éducation, qui ont déjà 1 ou 2 ans. Et ça pourrait faire une bonne conclusion, parce que ça correspond à ce qui a été dit. Il ne suffit certes pas de changer l'école pour changer la société, pour reprendre un slogan de Trotsky. Les réformes indispensables de l'école que nous appelons de nos voeux ne permettront vraiment à l'école de former des femmes et des hommes émancipés qu'à la condition de faire avancer en même temps le projet d'une république sociale et démocratique. Conscients de cet impératif, nous ne sommes pas moins convaincus que nous pouvons dès aujourd'hui contribuer à changer l'école. Bravo. Bravo.